Les journalismes en République démocratique du Congo, quelle politique économique pour faire sortir ces métiers dans la précarité? Thème choisi pour ce nouveau numéro de votre magazine, Les Diagnostics. Bienvenue à vous. Ensemble avec Igor Biwaka, que je reçois en disant bonjour. Bonjour, tu vas bien? Merci beaucoup, ça va. Pour ce faire, une personnalité des marques, un professionnel des médias, un chef d'entreprise, un enseignant des universités, président de l'UNPC section Kinshasa, en la personne de Jean-Marie Kassamba, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour la toute première fois, vous êtes ici chez nous à Ecofin Télévision. On va commencer par vos impressions. Bon, d'abord merci de m'avoir invité à Ecofin, une chaîne thématique qui parle éventuellement, plutôt principalement de l'économie et des finances, mais ça ne vous empêche pas aussi de traiter d'autres sujets qui touchent à la vie nationale. Mes impressions, c'est que ce sont des installations appréciables, a priori. Vous êtes président de l'UNPC section Kinshasa depuis presque 15 ans déjà, actuellement. C'est quoi la santé de cette section, de cette organisation ici à Kinshasa? Bon, globalement, l'UNPC, je suis à la tête élu à 2 reprises pour gérer la presse ici à Kinshasa. L'UNPC traverse une situation quasi pareille sur l'ensemble du territoire. Nous avons été au Congrès, il y a eu des dirigeants qui ont été installés. Les retours que j'ai de sections, des provinces, ou même des journalistes qui sont à Kinshasa, c'est qu'il y a beaucoup à faire au plan national. Et comme vous savez que les sections ne sont que l'émanation de ce qui est décidé au plan national, nous avons des problèmes de cartes, nous avons des problèmes de documents, nous avons des problèmes de textes, tout ceci ne s'est pas encore bien harmonisé. Mais j'espère que ça va pouvoir se faire. Mais en ce moment, au niveau de la ville de Kinshasa, où nous comptons 4000 journalistes, je viens d'acheter un logiciel d'identification pour actualiser les journalistes de Kinshasa, pour remonter donc cette liste au niveau national, pour avoir un fichier national. Et j'espère qu'avec la mise en place des cartes de presse, des identifiants, ça va pouvoir aider beaucoup de journalistes pour leur activité. Mais Président, vous avez ici identifié un certain nombre de problèmes dont fait montre la corporation. Alors, on aimerait bien savoir quelles sont les grandes réformes dont a besoin, évidemment, cette section, n'est-ce pas, de l'UNPC à Kinshasa, pour son expansion encore, pour favoriser, en fait, aux journalistes de bien exercer leur mission. Alors, je dois vous donner d'une manière générique ou d'une manière globale comment ça fonctionne, une organisation. Moi-même, je suis vice-président de la presse panafricaine à Paris, ça fait 25 ans. Je suis dans ce milieu, dans ce métier, ça fait plus de 30 ans. Donc, une organisation, un syndicat comme l'UNPC a besoin de 3 choses. La première chose, c'est le texte. Qui ne manque pas, sans pourtant vous interloquer. Oui, on a eu plusieurs textes. On a essayé d'actualiser ces textes, de les moderniser. Moi-même, j'ai présidé la commission communication nationale lorsqu'on a fait les états généraux, où j'étais l'un des organisateurs. Comme le Congo, l'UNPC souffre de l'application des textes, et souvent on oriente les textes au gré des ambitions, au gré des débats politiques, au gré de ce qu'ils font les uns les autres, ou les ambitions des uns des autres. Donc ça pose ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on a encore un sérieux problème de textes, d'application des textes. Deuxièmement, une association, ASBL, doit vivre des cotisations des membres pour que ce soit une organisation économiquement, financièrement viable. Ce n'est pas le cas, pas seulement pour l'UNPC, mais c'est pour beaucoup d'associations. Les partis politiques. Le Congolais n'a pas la culture de la cotisation. Moi, depuis que je suis à la tête de l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa, eh bien, très modestement, les charges de l'UNPC, c'est votre humble serviteur qui essaie d'en prendre. Si un journaliste meurt, c'est le président. S'il y a une activité, c'est le président. Et notre trésorier ne voit pas les cotisations des membres. Et donc, on met en place une organisation, mais on ne se préoccupe pas de la survie ou du fonctionnement
de cette organisation. Troisièmement... Président, avant que vous puissiez passer au troisième point, d'abord parlons de cotisation. Est-ce que d'abord, puisque vous avez identifié une affaire de 4000 journalistes, n'est-ce pas, dans la section uniquement Kinshasa, oui. Mais est-ce que tous ces journalistes-là ont des moyens suffisants pour parvenir, n'est-ce pas, à alimenter cette corporation financièrement parlant? Je ne parle pas des moyens suffisants, je parle de moyens tout court. Les minimums quand même. Oui. Mais qui manquent. Les moyens nécessaires en fait. Que quand vous adhérez à une organisation, il faut prévoir votre participation active en tant que membre. D'abord, la cotisation pour les journalistes, elle est parfois annuelle, $20. Il y a des journalistes qui vivent avec plus que ça. D'autant plus que c'est un métier qui vous permet d'être journaliste. Vous pouvez vous payer un costume de $100, $50, vous pouvez en avoir 5, 6, une dizaine, mais vous êtes incapable de payer 10 000 francs, 20 000 francs pour garantir le métier qui vous produit les costumes. Ne pensez-vous pas que c'est parce qu'il y a un problème de structuration, tout n'est pas... Non, il y a un problème seulement de prise de conscience. Les prises de conscience. Un problème de management au niveau des chaînes de télévision, au niveau des médias tout court. Un problème de compréhension de l'utilité de soi-même. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui peut aller au bar, il boit, il mange, mais il n'est pas capable de préserver son métier. Donc, ceux qui ne cotisent pas, ils ne le font pas parce qu'ils manquent, mais ils ne les cotisent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de cotiser. Est-ce que l'UNPC ne prévoit pas des sanctions aux journalistes qui sont membres de l'association mais qui ne cotisent pas? Ou bien les textes ne sont pas totalement mis à la portée de tout le monde? Mais c'est prévu. Et que fait l'UNPC quant à ça? Je suis le premier à avoir agité tout cela à plusieurs reprises. Et très souvent, les gens disent, mais président, vous êtes père fouettard, vous êtes dictateur. Peut-être on en parlera si vous voulez bien. On m'a toujours posé la question, mais président, pourquoi il n'y a pas le siège de l'UNPC Kinshasa? Si vous le voulez d'ailleurs. Mais quand je suis arrivé, il n'y en avait pas de siège. Et vous avez fait 15 ans. Et j'ai posé des actes pour qu'on puisse en avoir. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai sorti de ma poche presque $5 000 pour garantir les loyers, pour ne pas dire la garantie qui était nécessaire pour accéder. J'ai même trouvé un endroit. Mais parce que ça appartient à l'organisation, j'ai demandé à ce qu'il ne serait-ce qu'une participation symbolique, qui n'est pas venue. Je vais encore vous choquer. J'ai pris l'initiative, il y a moins de 6 mois, de récompenser des journalistes qui ont marqué de leur vie la carrière des journalistes. Je suis allé à la chancellerie des ordres nationaux. J'ai écrit, la chancellerie accepté. J'ai identifié ces journalistes. Cette identification a été faite par vous-même ou bien c'était faite par... D'abord, il y a des critères pour le faire. Il y a tout un comité. Et d'ailleurs, on a déposé même la liste beaucoup plus enrichie au niveau des chancelleries. Ils ont réduit en fonction des critériums d'attribution de ces médailles. On m'a demandé de payer les frais dus à l'État, de Gérard, etc., les frais administratifs. J'ai dépensé presque $15 000. De votre propre poche? De ma poche. Ok. Et il y a des gens qui sont journalistes qui s'opposent à ce que les autres soient récompensés. Ils ont su les noms des gens avant. Et cette cérémonie est bloquée. Et je ne vois pas des journalistes s'offusquer contre ça. C'est la tristesse de la réalité congolaise. Sinon, vous étiez en train de parler des textes sur l'UNPC et vous étiez arrêté au point 3. Oui. Si l'autre point, c'est l'excellence et l'envie de faire ce travail professionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens aiment la facilité. Ils peuvent sortir des écoles de formation. Ils peuvent avoir une carrière de quelques années, quelques semaines, quelques mois dans les médias. Mais il ne faut pas l'exigence de l'excellence
du métier de qualité et surtout de privilégier le professionnalisme au profit de l'improvisation. Voilà les mots qui gangrènent l'UNPC. Nous, enfin, personnellement, on me traite de perfectionniste. Exactement. Mais je travaille et je montre l'exemple. Et j'aurais voulu, et c'est pour ça que Kalonde Chilonde m'avait demandé en 2012, 2013, que je puisse m'intéresser à la gestion, à l'encadrement des journalistes ici. Parce qu'il a vu ce que j'ai fait avec Fauteuil Blanc à l'époque, Club Télé 50. À l'époque, il dit, président, il faut dupliquer ces modèles. Les gens vous prennent pour un modèle, etc. Venez encadrer les journalistes pour ça. Mais quand je suis venu, il y a de réticence. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer. Mais, Président, au-delà de ces écueils que vous avez identifiés ici, qui rongent, n'est-ce pas, l'écosystème médiatique congolais, et qu'est-ce que ça vous fait, puisque vous êtes, au-delà d'être journaliste, vous êtes également formateur, qu'est-ce que ça vous fait, au fait, de remarquer que les étudiants que vous faites n'arrivent pas, n'est-ce pas, à atteindre ça m'attriste, perfectionnisme. Oui, mais ça m'attriste et ça me désole en même temps. Parce que vous avez dit tout à l'heure que j'enseigne. J'enseigne à l'ENA, j'enseigne à l'ISIPA, j'enseigne à l'université Kim, j'enseigne à l'école de guerre. Et demander à tous mes étudiants, mes élèves, comme les élèves supérieurs, l'ENA, aussitôt fini, ils intègrent la haute administration. Okay. Ils vont vous dire, c'est quoi les exigences de votre enseignant. Sur le plan didactique, sur le plan du comportement, sur le plan de l'accoutrement, sur le plan des principes. Et je souhaite que cela se traduise aussi pour les journalistes. Et je montre le modèle. Mais il y a je vous ai parlé de freins, de chaînes qui bloquent encore le journaliste congolais, et je ne désespère pas. Et je pense que si j'avais pris les commandes de l'UNPC nationale, au niveau des textes, on aurait structuré tout ça. Au niveau de l'encadrement, on aurait... Parce que j'avais tout un plan pour ça. Alors, j'ai laissé les temps de ceux qui sont venus pour qu'ils montrent, qu'ils encadrent, pour que les choses aillent dans un sens que... Parce que les autres ont pensé que ça pouvait être le cas. Chacun a son bilan. Je disais tantôt, ne faudrait-il pas peut-être des mesures contraignantes, efficaces, n'est-ce pas, pour imposer cet esprit d'excellence? Moi, je pense que les mesures, c'est d'abord l'application des textes. Il faut qu'on s'applique les textes soi-même d'abord. Qui pose problème d'ailleurs. Oui, les textes posent problème parce que ce n'est pas les bons textes. Peut-être c'est venu avec beaucoup de retard. Mais il y a eu la tenue de la 10e édition du congrès ordinaire, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que le texte sorti du congrès, c'est les textes que nous avons? Aujourd'hui, il y a eu des problèmes d'avoir des mises à disposition de ces textes. Voilà, il y a tout un peu... des problèmes. Oui, l'imbroglio autour de tout ceci. Mais moi, je n'ai pas voulu, comment dire, gêner. J'ai laissé faire. Et tout le monde sait là où on est aujourd'hui. Tout le monde le sait exactement. Ah, c'est à vous de le dire. En tout cas, vous êtes membre et vous avez droit d'apprécier. Vous êtes membre effectif et c'est de votre droit d'apprécier. Sans pour autant accuser certains. On va essayer de parler des conditions économiques des journalistes. Vous êtes journaliste des renom, vous travaillez ici à Kinshasa en RDC depuis belle lurette. Étant président de l'UNPC, déjà vous connaissez tant soit peu les conditions actuelles d'un journaliste quinois ou bien d'un journaliste congolais. Il existe-t-il des mesures pour que cette condition ou ces conditions économiques des journalistes soient améliorées? Il faut comprendre que, d'abord, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une structure qui doit améliorer les conditions des journalistes congolais. La presse, c'est quoi, monsieur? Le média, c'est quoi? Ce sont des entreprises. Exactement. Ecofin est une chaîne de télévision. D'abord, c'est une entreprise avec les dirigeants. Les dirigeants, exactement. Avec la logistique. Avec le plan de développement de cette entreprise. Durant les états généraux de la communication et des médias que nous avons organisés ici, il y a eu toute une commission viabilité des organes de presse. Dans les recommandations que nous avons sorties, il y a tout un pan d'articles, ou plutôt des recommandations, qui touchent à la viabilité ou la viabilisation des organes de presse, des médias. Ça veut dire quoi en langage simple? Un média
qu'on crée sans moyens, sans management, sans personnel formé, ce n'est pas viable. Deuxièmement, l'écosystème. Le média vit de quoi? Une télévision, une radio, chaîne en ligne, etc. Ça vit de publicité. Est-ce que l'espace économique réserve les publicités nécessaires pour que ces médias puissent vivre? Quid? La manière dont c'est géré ces publicités, est-ce que ça répond aux normes? Ailleurs, vous allez en France, aux États-Unis, partout, il y a des agences de presse, il y a les tarifs qui sont édités. Ok. Au Congo, ce n'est pas le cas, c'est la jungle. Il faut dire dans certains Il y a d'abord médias. l'espace publicitaire, il est réduit. Il y a une multitude de chaînes de télévision qui se disputent peu d'annonces. On ne sait pas combien ça coûte. Moi, les gens, quand ils viennent à la télé 50, ils disent que ça coûte très cher, mais par rapport à quoi? Vous voyez? Exactement, par rapport à quoi aussi? Mais par rapport à la notoriété, par rapport à l'audimat, par rapport à la qualité du travail qui est fait, par rapport. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'audimat, qui n'ont pas une certaine notoriété, et quand vous arrivez chez eux, une bande passante, ils vont vous la faire à $50, sans savoir qu'il y a les coûts. Mais vous arrivez à Télé 50, une bande passante, c'est minimum $200. Vous voyez? Donc tout ceci doit se faire en respectant les normes de fonctionnement d'une télévision. Et des gens qui travaillent dans des médias doivent être payés sur base des productions qu'ils ont. C'est seulement au Congo où on pense qu'un journaliste est un fonctionnaire. Il vient, il présente les émissions, à la fin du mois, on lui donne un petit salaire. Moi, je n'ai pas cette conception. Quand j'ai créé Télé 50, j'avais un salaire fixe que j'ai donné à mes collaborateurs, mais il y avait des primes, il y avait des commissions. C'est pour ça que les gens peuvent acheter des véhicules, acheter des maisons, voyager. On ne peut pas venir dans les médias et s'acheter une grosse voiture avec ce que vous gagnez avec les médias. Non. Dans le média, on vient pour exercer, mais quand on fait de la communication, on gagne de l'argent. Et moi, ça fait 30 ans que je gagne de l'argent avec de la communication. Pas avec les journalistes, parce que l'information est gratuite. L'information, elle est gratuite, comme vous l'avez dit, mais les personnels, les journalistes qui travaillent dans des médias, vous avez tantôt dit qu'à Télé 50, vous êtes directeur général, au départ, vous avez mis un salaire fixe pour les collaborateurs. Oui. Est-ce que ces standings des salaires, que ce soit à Télé 50 ou bien dans d'autres médias, vous estimez que ce n'est pas précaire pour que les journalistes essayent tant soit peu de vivre de son salaire? Ce n'est pas une question de précarité. C'est une question, d'abord, de l'organisation du travail au niveau du Congo. C'est combien les SMIC ici? C'est maintenant 14 500 francs le premier volume. Exactement. 14 000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire avec 14 000 francs? C'est-à-dire qu'il n'est même pas appliqué. Hein. Il Bon, souffre d'application. non, mais d'abord, 14 000 francs, c'est quoi? C'est rien du tout. Ensuite, il faut que le journaliste se pose la question. Moi, je viens travailler à Ecofin, je produis quoi qui rapporte à Ecofin? Parce que moi, j'enseigne l'entrepreneuriat à l'université. La formule pour qu'une entreprise fonctionne, c'est l'entreprise égale K, qui est le capital social de l'entreprise, M, qui sont les moyens financiers et logistiques, proportionnels à T, T qui est travailleurs, les employés, multiplié par la communication institutionnelle et commerciale. Et vous avez des résultats positifs si vous gagnez de l'argent, négatifs si vous êtes en faillite. Combien d'entreprises ici, quand on crée une chaîne de télé, une radio, etc., ils ont un fonds de commerce suffisant? Combien ils ont de moyens logistiques? Ça veut dire quoi, moyens logistiques? C'est tout ça. Oui. C'est les équipements, c'est les micros, c'est... Et combien les moyens sont proportionnels au nombre de travailleurs? Et combien font de la communication institutionnelle pour se faire connaître et communication commerciale pour vendre les produits? Les émissions sont les produits, les services. Non. Les gens pensent que la télévision, c'est les décors ici, c'est les costumes et c'est les émissions. Non. Ça, c'est rien. La télévision, c'est d'abord la conception des programmes. Les programmes qui sont vendables. Vendables au qui? Auprès des consommateurs
Il y a l'information qui est gratuite, mais il y a la communication qui est payante. Et c'est cette communication qui permet qu'on paye des salaires, qu'on puisse trouver des primes, qu'on puisse mettre des gens à l'aise. Ça ne se proclame pas. On nous paye mal où il y a des impayements, on souffre. Non. Et c'est pour cette raison qu'on voit maintenant actuellement les journalistes congolais qui, permettez-moi un peu l'expression, je serais beaucoup plus dans des considérations holistiques, deviennent un peu de mendiants. Ils partent là où, oui, mais parce qu'ils sont mendiants, ils sont mendiants par manque de connaissances de leur état, de leur statut. Par exemple, les journalistes qui s'encartent, ou plutôt qui jouent les communicateurs des hommes politiques. Exactement, actuellement c'est pas un ce qui fait métier, les plans. ça. C'est pas un métier. Mais ils vivent de ça quand même. Parce que Oui, là, mais ils vivent de ça, ils vivent de ça, mais ils sont en train d'édulcorer leur métier. Parce que demain, le monsieur qui vous donne, vous aurez du mal à parler du mal de lui. Donc, du mal de lui. De deux, le jour où il n'a plus rien, qui va encore vous financer? Donc vous allez jouer la vie, vous allez tanguer, hein? Vous allez aller dans là où il y a le vent, et finalement, vous n'aurez pas une identité. Moi, les gens me posent la question, comment expliquer que Télé 50, c'est resté comme ça, GMK, c'est resté comme ça? D'ailleurs, on vous félicite pour ça, parce que c'est une question ça fait très longtemps de principe. C'est une question d'objectif. C'est une question d'orientation. Si vous n'avez pas une identité, si vous n'avez pas des objectifs, si vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites, vous allez être ballotté. Je crois qu'on devait tenir compte de cet aspect de choses-là, n'est-ce pas, pour qu'un média soit vraiment reconnu, viable. Mais il faut que le média soit viable sur base d'abord du concept lui-même. Pourquoi on crée un média? C'est quoi votre cible? Votre cœur de cible? De toi. C'est quoi votre offre? Vous êtes Ecofin, oui. C'est gentil, on va parler d'informations économiques, financières, etc. Ça s'adresse à qui? 2. Qui va venir vous alimenter? 3. Qui achète vos espaces? Parce qu'il faut sponsoriser des émissions. Exactement. Il faut aller sur le terrain pour aller produire des informations. Ce n'est pas la boîte qui va donner l'argent à chaque fois. Il faut que les journalistes, vous, qui produisez des émissions, que vous soyez capables de produire des émissions préfinancées, sponsorisées. Et la chaîne va prendre une bonne partie et vous serez rétribué comme producteur de l'émission par une partie de ce que vous ramenez. Les gens qui viennent dans la chaîne de télévision peuvent être payés des petits salaires de $200, $300, $500 à la fin du mois. Mais ils font fausse route. Ils ne se paieront jamais une voiture de $20 000 ou de $30 000 ou de $50 000. Ils ne s'achèteront jamais le marché rude, président, il faudrait quand même le reconnaître, les marchés est tellement rude. Avec la présence, n'est-ce pas, je dirais, d'hommes aguerris. Mais pensez-vous que cette classe juvénile qui aujourd'hui s'essaye quand même la question n'est pas parviendra-t-il à concurrencer avec le profil Kassamba? C'est une question. Écoutez, je dois vous dire, comme on dit, la vallée en attend pour le nombre d'années. Exactement. Quand j'ai ramené Fauteuil Blanc ici, il y avait des émissions qui existaient à Kinshasa. J'ai dit, pour venir s'asseoir dans mon fauteuil, vous payez $10 000. Okay. Et j'ai commencé avec Chikes Diem. Au bout d'un an, j'avais déjà 50 émissions. Les gens payaient. C'est de la communication, Fauteuil Blanc. Mais il y avait des émissions, il y avait des radios, il y avait des télés, il y avait des... Tout est question d'ambition et d'organisation. Mais au-delà de l'ambition, peut-être, Président, il y a une question qui taraude mon esprit, c'est ça le fait des subventions. Vous voyez, est-ce que pour le média, surtout privé, puisque l'espace médiatique congolais, la biosphère médiatique congolaise est tenue, n'est-ce pas, par les privés. Ne pensez-vous pas qu'on devrait adopter la politique, n'est-ce pas, des subventions des médias privés, comme on le voit dans notre pays, dans la sous-région, par exemple? Je vous dis tout de suite, ça c'est péjoratif. D'abord, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une économie de marché. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économie de marché? Vous faites l'économie. L'économie de marché veut dire l'entrepreneuriat, l'entreprise comme moteur du développement. Tous les pays qui se sont développés sur un modèle de l'entrepreneuriat, de l'économie du marché.
Même le communisme d'alors, avec l'État-providence, avec les subventions, a montré ses limites. En France, aujourd'hui, on est en train de privatiser un certain nombre de médias. Exactement. Du réseau public. Quand vous entendez qu'il y a des grèves à RFI, à France 24, c'est parce qu'il y a des fonctionnaires qui s'opposent à ça. Mais allez en Grande-Bretagne, allez aux États-Unis, allez au Japon, allez à Dubaï, vous allez voir que les chaînes les plus prospères sont les chaînes du secteur privé. L'école Bolloré en France gère des médias importants qui sont privés. Pourquoi voulez-vous que l'État vous prenne en charge, l'État qui n'a même pas d'argent? L'État n'a pas d'argent. L'État a toujours l'argent parce que l'État a pour vocation d'installer le cadre. L'État n'a pas pour vocation de donner les moyens aux entreprises privées. Moi, je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour l'économie du marché, je suis pour le secteur qui produit des richesses. Et pour une télévision comme la vôtre, vous devez être content d'évoluer dans un environnement économique où les entreprises... Mais regardez, je vois derrière vous Davos. Mais à Davos, on parle quoi? On parle d'économie, des finances. Le monde aujourd'hui est géré par le privé, le multinational, ce n'est pas l'État. Si on prend la nouvelle loi sur la presse au Congo, son article 20 stipule que l'État peut en quelque sorte donner quelques subventions ou quelques aides aux médias communautaires. C'est marginal. D'ailleurs, d'abord dans un État. Même si cette loi n'est pas respectée dans cet article, que fait l'UNPC? C'est très marginal. Je vous parle à quelqu'un qui a travaillé sur ça, d'ailleurs. Oui. La redevance, par exemple, si vous en parlez. Mais ça représente quoi, la redevance? Si vous voulez avoir une télévision qui a de l'équipement, des journalistes qui doivent voyager, ce n'est pas avec l'argent de la redevance. Même la RTNC qui est aujourd'hui en exclusivité de toucher la redevance. Vous voyez dans quel état la RTNC se trouve? Non. Il ne faut pas regarder, pour être efficace, que l'État vous prenne en charge. Au contraire. Il faut que l'État régule par le CESAC. Exactement. Et il faut que les entreprises privées aient de l'ambition, gérer le marché publicitaire. Il faut avoir de l'ambition, tout simplement. Déjà, il faudrait savoir que nous sommes dans un environnement où la plus grande partie des publicités sont des institutions publiques et ce sont ces institutions qui payent beaucoup plus. Et puis, il y a des médias qui naissent à foison. Du jour au lendemain, il y a un média qui va naître certainement encore demain avec un budget qui n'est pas conséquent. Mais l'UNPC voit, l'UNPC laisse faire. Je ne vais pas parler de non, l'UNPC ne laisse pas faire, ne voit pas. L'UNPC, d'abord, c'est une association qui fait office de syndicat, mais ce n'est pas l'UNPC qui va gérer le marché publicitaire. Pas pour gérer. Ce n'est pas l'UNPC qui va demander à l'État de payer. Toutes les réunions qu'on a fait avec l'État, l'État dit, je vais réguler, je vais créer le cadre. Et on a les textes pour ça d'ailleurs. On est sorti du congrès des États généraux en mettant en place, tous ces textes existent. Mais l'applicabilité de ces textes, c'est que nous sommes dans un pays pauvre, où l'économie est fragile, et forcément, il n'y a pas suffisamment d'espace publicitaire qui puisse donner les moyens aux médias. Et puis les médias même qui sont créés n'ont pas la viabilité économique. Vous créez une entreprise, vous n'avez pas de fonds de roulement, vous n'avez pas d'équipement technique, vous ne pouvez pas vous mouvoir. Arrêtez. Et dans tout ça... C'est d'ailleurs la première faiblesse de l'État, c'est de laisser des gens qui ne sont pas viables d'abord en tant qu'entreprise continuer à polluer ceux qui sont capables de le faire. Moi, j'ai une entreprise, j'ai plus de 100 personnes qui travaillent chez moi et que je paye. Mais il y a des gens qui n'ont même pas de bureau. Aujourd'hui, avec les nets, avec le numérique, quelqu'un a un petit ordinateur chez lui à la maison, il fait des histoires, il met là-dedans et puis il met en ligne. Comment l'État peut le laisser continuer à exister? Voilà. Dans tout ça, c'est quoi le rôle de l'UNPC? L'UNPC, c'est pourquoi je disais que l'UNPC voit et laisse faire. Non, l'UNPC est partenaire de l'État, c'est ça les textes. L'UNPC est l'organisation qui donne le titre, la qualité des journalistes en République démocratique du Congo. L'UNPC donne la carte professionnelle. Mais l'UNPC, son rôle, ce n'est pas de dire qui a droit, qui n'a pas droit. Est-ce que dans les textes... C'est l'État organisateur, c'est l'État qui met les textes, c'est l'État qui peut retirer l'homologation ou l'autorisation
à un média de fonctionner. Et c'est un tel qui est faible. L'UNPC ne travaille-t-elle pas avec des ministères sectoriels qui peuvent renforcer l'économie de la presse en RDC? Non, ou à Kinshasa? ce n'est pas le rôle de l'UNPC. Non, je demande. Si l'UNPC ne travaille-t-elle pas avec Non, le ministère non, ce sectoriel? n'est pas le rôle de l'UNPC. L'UNPC est une organisation d'auto-régulation des journalistes. C'est une association et n'a aucun moyen de contrainte. Nous sommes dans une économie de marché où il est réservé à chaque entreprise la latitude de chercher ses clients, de chercher ses annonceurs. Parce que l'entreprise de médias a des produits et services et ceux qui ont envie de communiquer, communiquent à travers ces espaces. L'UNPC n'a rien à voir. Il faut que les gens arrêtent de penser que il y a un père qui est quelque part, qui doit donner à manger, à boire, un toit aux journalistes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes président de l'UNPC, je le rappelle. Il s'est fait que certains journalistes, par manque des médias, créent parfois leurs propres médias sans moyens, sont des petits projets et autres. L'UNPC, étant qu'une association, a-t-elle mis en place, peut-être, je ne sais pas, des formations ou des stratégies pour appuyer ces journalistes à faire de leurs projets des projets rentables ou des projets Mais il y a au viables? sein de l'UNPC les commissions formation. Moi, je ne suis pas d'avis que on doit créer foncièrement son propre média pour exercer. Commencez d'abord à vous poser la question, mais quand je vais créer mon propre média, est-ce que je réponds à la formule? Vous voulez que je vous rappelle la formule? Allez-y. Entreprise égale capital social, moyens financiers et logistiques, proportionnel au nombre de travailleurs, multiplié par la communication institutionnelle et commerciale. Si je veux avoir un résultat. Vous créez votre média, monsieur. Vous prenez votre ordinateur, vous mettez du crédit dedans. Vous allez sur Internet, vous créez votre chaîne en ligne ou votre site Internet ou je ne sais pas quoi. Vous mettez dans votre cuisine, vous peignez le mur en bleu, vous commencez à publier des vidéos. Vous n'avez pas une société déclarée au guichet unique, aucune autorisation accordée par les ministères des médias, aucune responsabilité en termes de personnalité juridique ou morale, aucun moyen logistique, parce que vous faites ça dans votre cuisine. 3, personne ne vous connaît à part sur les réseaux sociaux. Vous allez gagner, vous allez vendre quoi comme marchandise? Et maintenant, quand vous allez commencer à faire de la diffamation, parce que vous n'avez pas fait de recherches pour valider ce que vous racontez, on vous arrête, vous dites que le président de l'UNPC doit venir en prison, vous cherchez. Vous allez maintenant être l'arbin d'hommes politiques. Pour le flatter, vous commencez à le défendre, etc., etc., au détriment de nôtres. Imputation dommageable. Le président doit venir me chercher. Ou vous allez quelque part, vous assistez à une conférence de presse, vous êtes incapable de diffuser, c'est dans un média, ce qu'on appelle le mass média. Okay. Redevabilité, retour sur investissement. Vous n'êtes pas crédible. Donc la majorité de ceux qui créent leurs propres médias, sans audience, sans logistique, sans état, j'allais dire, ce sont des usurpateurs. Je ne dis pas que c'est des escroqueries, mais ils ne font pas ce qu'on appelle le métier dans les normes. Vous pouvez être consultant. Moi, je suis consultant. J'ai mon cabinet conseil. Mais quand je suis contacté par un client pour une consultance, je les consulte, je lui dis ce qu'il doit faire, je lui dis combien ça coûte. S'il dit maintenant média planning, je le filme, je produis des choses avec lui, je vais diffuser dans les médias à forte audience pour justifier l'argent qu'il a payé. Mais il y a des gens qui assistent à des conférences de presse ou qui viennent chez des gens, on leur donne de l'argent. Ils ne diffusent rien. Ils sont là nombreux. Ils sont là nombreux. Les TMBTB, c'est les Non, mieux que ça. Il y a des gens d'un certain âge, il n'a de notoriété que sa tête. C'est malhonnête. Vous êtes président de l'UNPC, je le rappelle chaque fois, depuis près de 15 ans.
Vous avez eu des ambitions d'être président de l'UNPC sur le plan national. Oui. Vous savez comment ça s'était fini. Je ne sais pas, c'est encore vos ambitions ou bien c'est Mais déclassé? écoutez, ce que j'ai voulu faire de l'UNPC, c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Voilà, je vais maintenant arriver à ce que vous avez voulu faire. C'est quoi votre vision sur les plans économiques en voyant les journalistes aujourd'hui pour son demain? Le journaliste congolais peut s'en sortir lorsqu'il va appliquer tout simplement les préceptes de base d'un modèle économique. Explicité. D'abord, quand vous êtes bien formé, vous sortez du FASIC ou de l'UPEN, je ne sais pas quoi, allez dans une vraie rédaction. 2, il faut que vous ayez un concept qui est journalistique, qui est commercialisable, qui a une valeur ajoutée. 3, il faut avoir un profil de chercheur, de celui qui fait la triptyque des journalistes. C'est quoi? Collecte, traitement et diffusion après. Vous ne pouvez pas être dans je relaie tout ce qui me tombe sous les pieds. Donc les gens ont leur téléphone à longueur de journée. Il ramasse quelque chose sur Internet, il balance. Et puis il fait un petit commentaire, il balance. Et lorsque vous aurez ce qu'on appelle l'application de la formule, je ne vais pas encore vous le rappeler pour la 3e fois, vous allez avoir un média économiquement viable et vous allez vivre de votre métier. Moi, je suis formé banquier. J'ai fait 10 ans à la Société Générale. J'étais dans l'usine, enfin dans ce qu'on appelle l'industrie. Mais depuis 30 ans, je ne fais que le métier de communicateur, de communicant, de professionnel des médias, de spécialiste en communication. Je ne suis pas le plus malheureux. J'essaie de le faire le plus sérieusement possible. Et j'aime montrer les modèles ici au Congo. Les gens qui commencent à avoir l'air aux médias, comme vous dites, qui montent des projets, qui vendent aux gouverneurs, aux hommes politiques, etc. Ils gagnent leur argent. Ils sont devenus de nouveaux patrons. Je vais vous en citer. Belidou, Izuba, Edmond, le jeune homme ici qui est Bossolo la politique, comment il s'appelle? Israël Mutombo. Ils ne sont pas les malheureux. Ils ont vu ce que leur vieux fait, leur modèle fait, ce qu'on appelle la génération JMK. Ils appliquent, ils vivent plutôt bien. Donc, ce que je voulais là, pour l'ensemble, c'est pour ça qu'en province, beaucoup m'appellent jusqu'à maintenant. Président, on sent votre absence. Président, on sent votre absence. C'est que le modèle économique doit être d'application. À un moment donné, j'entendais les gens dire, non mais le journaliste est là pour faire son métier de journaliste, il faut qu'on le paye. Non, c'est pas ça du tout. Oui, les journalistes à la rédaction, il vient, il collecte, il traite, il diffuse. Mais le journaliste, c'est un producteur de contenu. Moi, j'ai eu des amis comme Nagui, comme il est mort, paix à son âme, il était sur France 2, Delarue, Jean-Luc Delarue, ou Arthur. Moi, je suis producteur jusqu'à aujourd'hui à RFI. Jean-Marie Kassamba, j'aimerais bien qu'on revienne encore une fois de plus. C'est vrai qu'on va faire ces ping-pong-là. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. On rentre dans l'INPC, on rentre dans l'écosystème entrepreneurial congolais. C'est vrai qu'on parlait spécifiquement en fait, de journalistes, mais quelle lecture, quel regard, voulais-je dire, critique faites-vous en fait de l'écosystème entrepreneurial, puisque vous êtes également expert sur les questions entrepreneuriales? Écoutez, c'est triste, hein? L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo souffre de beaucoup de maux, en commençant par l'écosystème lui-même. Okay. Vous savez, lorsque Matata Amponio avait créé le guichet unique, lorsque nous avons adhéré à l'OADA, j'ai même des structures qu'on a créées ici pour soutenir l'entrepreneuriat. Quand ce n'est pas en adéquation avec les réalités du pays, ça pose problème. Quand est-ce qu'on peut parler d'un entrepreneur dans un pays? C'est lorsque, les textes qui sont mis en place sont respectés. 2, lorsque l'État lui-même encourage les créateurs d'entreprises. Et 3, lorsque le marché du travail répond aux besoins de la population. Mais nous avons un pays où
les textes ne sont pas respectés. Les entrepreneurs vivent ce qu'on appelle la pression fiscale. Je suis le premier et je suis chef d'entreprise. Je peux dire que ceux qui tiennent même 2 ans, 3 ans avec leur entreprise, sont des braves. En RDC. Et puis ensuite, la culture d'entreprise par les employés. C'est triste. Il y a des Congolais, il est au chômage. Lorsque vous le prenez, vous lui donnez du travail, il est en retard, il ne produit pas, il est tout le temps malade, il vole celui du travail. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc, et quel modèle, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Et quel modèle économique doit-on appliquer dans ces sens-là? Puisque déjà, vous parlez des textes, Jean-Marie Kassamba, vous allez vous en souvenir que depuis 2022, la République catholique du Congo dispose d'une ordonnance-loi sur la promotion même de l'entrepreneuriat. Oui, mais c'est sur papier. Sur papier? Oui. Mais quel modèle? Quel modèle? Je vous ai dit que nous sommes pas appliqué, mais qu'est-ce qu'on veut encore? Nous sommes en quelque sorte dans un état d'économie de marché. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut laisser à l'initiative privée réguler le marché du travail. Bien sûr, il faut protéger ceux qui travaillent. Mais lorsque le travail ne produit pas, en France on dit travailler plus pour gagner plus. Vous êtes dans un pays où à 16 heures tout s'arrête. vous allez être riche comment? Vous commencez en retard, vous terminez tôt. Samedi, vous êtes chez vous à la maison et dimanche. La nuit, rares sont les entreprises qui sont ouvertes. Mais vous ne produisez rien. Partout dans le monde, l'activité économique tourne 24 heures sur 24. Il n'y a qu'au Congo, il n'y a pas de gens qui travaillent la nuit, sauf ceux qui viennent pour dormir, les gardiens. Il n'y a pas d'usine qui tourne, il n'y a pas il n'y a rien qui tourne la nuit. C'est impossible. Aller à Paris, aller au Japon, aller aux États-Unis, les choses tournent 24 sur 24. Il y a même des avions qui volent la nuit. Chez nous, même les avions, dès 18 h, il n'y a plus d'activité à l'aéroport. Et le problème, c'est l'homme congolais, puisqu'on sent la culture de la paresse et de la fainéantise. Merci beaucoup. Je voulais ces termes avec vous. Mais moi, je vais vous parler de la non-productivité. Voilà le terme. La non-productivité. Les gens ne se gênent pas de ne pas produire. Un homme normal doit se gêner de ne pas produire. Vous sortez chez vous à la maison avec 10 francs, et vous sortez en ville, vous dépensez les 10 francs, vous revenez avec rien. Vous dormez avec rien. Au Congo, vous appelez quelqu'un, bonjour, comment ça va? Oui, ça va pas, je suis à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Et là, on sait les athées. C'est un crime de lèse-majesté. Mais par où commencer si, au fait, aujourd'hui même... Mais soyez utile. Vous avez un cerveau, vous avez le pied, vous avez les bras. Dans les mines. Soyez utile. Dans la société. Voilà. Utile, mais par moment, la conjoncture, je dirais, économique ne nous permet pas. Non, monsieur. D'être beaucoup plus... Vous savez que nous sommes... Je ne défends pas leur cause. Vous savez que nous sommes avantageux. Nous avons beaucoup d'avantages de vivre dans un pays riche, potentiellement, avec autant de ressources. De deux, un pays où le climat est très favorable. Nous avons une population jeune, sur une grande étendue, mais il y a tout. Les Indiens qui viennent chez nous, ou les Libanais, rien qu'à Kinshasa ici. Vous voyez comment ils s'organisent pour gagner de l'argent? Les supermarchés, les bars, ce que vous appelez les lounges, les commerces, les transports. Les Congolais, ils attendent, ils consomment. Jean-Marie, un mot pour, en ce qui concerne le fait, notre économie, puisqu'on dit que notre économie, j'étais en train de le dire ici, est exclusivement tournée ou portée, n'est-ce pas, vers le secteur extractif. Là, on voit les mines, le gouvernement a des PPE. Nous avons une économie faible. Faible, c'est vrai. Oui, nous avons une économie, excusez-moi du terme, qui n'est pas ambitieuse. Ambitionne évidemment la diversification de l'économie nationale. Le secteur qui s'apparente le mieux adapté, c'est celui évidemment de l'agriculture. Pensez-vous qu'on devrait également se tourner vers ça? Et si on doit se tourner vers ça, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour qu'on puisse activer, n'est-ce pas, ce secteur? Il faut passer des aspects déclaratifs aux aspects pragmatiques d'action. Vous aimez trop parler, les Congolais.
Vous parlez trop, pour rien. Pourtant, les choses à faire sont simples. Allez au Burkina Faso. Qui explique que 80% de notre budget, ça produit des paiements des taxes et impôts des entreprises qui exploitent nos matières premières brutes. Qui vous empêche d'avoir des usines de transformation? Qui vous empêche de faire des routes, des déserts agricoles? Qui vous empêche de faire des chambres froides et produire des produits que les gens consomment? D'interdire les importations, par exemple. Mais là, on sera autarcique. Ça sera un grand problème d'interdire l'importation. Non. Quand vous produisez utilement localement, ce n'est pas de l'autarcie. Vous allez nourrir votre population. Ensuite, vous allez faire exporter les surplus. C'est ça l'économie. Le produit intérieur brut ou le produit national brut, c'est fait de la production. Posez-vous la question, la RDC produit quoi? À part nos matières premières, que les autres viennent avec leur argent, ils installent leurs machines, ils prélèvent nos produits et ils évacuent nos produits. Nous, on transforme quoi? À l'époque de Belge, on produisait tout, hein? Le café, de l'huile, on produisait beaucoup, les matières agricoles dont vous parlez. Aujourd'hui, on produit quoi? Qui nous empêche de le faire? On a même tout un ministère de l'agriculture. Mais est-ce qu'ils ont un budget conséquent pour ça? Non, ce n'est pas une question de budget, monsieur. C'est une question d'organisation. Conception, exécution, organisation. C'est tout. Vous avez dit tantôt, vous avez toujours des ambitions, peut-être, je ne sais pas, de devenir président de l'UNPC sur le plan national. Est-ce que les idées que vous avez, que vous n'avez pas encore mises en place, il n'y a pas moyen de les passer au comité actuel pour que les choses avancent, comme vous les souhaitez, bien sûr? Qui a formulé la demande? Moi, je les formule. Ben, vous n'avez pas qualité. Et tant que journaliste? Vous n'avez pas qualité. Je le fais tant que journaliste. Oui, ça c'est un vœu. Mais ça peut venir de vous-même. Chez moi, on dit quand on a chaud, on se rapproche de l'eau pour se rafraîchir. Quand on a soif, on fait la même chose. Et quand on a froid, on se rapproche de quoi? De la chaleur. De la chaleur. Jean-Marie Kassamba parle trop souvent de la valorisation ou de la révalorisation de ces nobles métiers qui est d'ailleurs les quatrièmes pouvoirs, la presse, les journalismes, les journalistes. Mais à ce jour, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela aille de mieux en mieux? D'abord, écoutez ce que je suis en train de dire. Certainement que ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment vont dire « Ah voilà, le président, il dit toujours des choses. » Moi, je montre d'abord ce que je dis. Et vous les faites également. Et je le fais. Ensuite, j'ai l'humilité de dire « Je ne connais pas tout. » Mais lorsqu'on n'a pas d'ambition, on se tait. Moi, j'ai de l'ambition. Je connais le potentiel de mon pays, je connais le potentiel des journalistes congolais. Vous êtes jeunes. Avec le temps, vous comprendrez que ce métier peut nourrir son homme et ça peut vous faire connaître au-delà des frontières. Moi, je n'ai pas de scrupules à dire. J'ai déjà tout fait. J'ai fait le monde entier, j'ai des amis puis chefs d'État. Voilà. J'ai envie de transmettre ça aux autres, j'ai envie de montrer aux autres de le faire. Mais si les gens sont d'abord animés de la mauvaise foi, de la méchanceté, de la haine, qu'est-ce que vous faites? Mais ça viendra. Avec parce le que temps. la roue tourne. Exactement. Problème des mentalités. Oui, il faut changer. Je continuerai à professer, à distiller de bonnes paroles, de l'enseignement, des orientations. Et comme dit la Bible, que celui qui a les oreilles, écoute. Mais, professeur, président... Oui, j'en suis. Président, parce que je voulais également évoquer le professeur Ekamba Iwacha, oui. qui évidemment a parlé de la mentalistique. Oui, oui. Mais on se rend compte il a raison, avec tous ces savoirs-là, avec tous ces savoirs-là, on ne sait pas vulgariser ça, puisque le Congolais, d'abord, il n'a pas cette culture de lecture.
C'est ça, en fait, le frein. Mais alors, les réseaux sociaux ne vous ont pas beaucoup aidé. Hein. Non. Radio Trottoir non plus, hein, ça vous aide pas beaucoup. Et le Congolais est assez nombriliste, donc il voit, il pense que la vie c'est terminé à Kingasani, hein, c'est au-delà des frontières, il ne connaît pas. Donc, et malheureusement, je vois cette situation dans les chefs des jeunes que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes tellement resté local, pour ne pas dire locaux, que lorsque vous êtes ouvert au monde, vous êtes perdu. Moi, je l'ai vécu en France, quand vous êtes parti, certains journalistes de Kinshasa étaient venus là-bas pour se reconvertir. Beaucoup ont eu du mal à intégrer les médias classiques dans lesquels nous on fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit très local. Il y en a eu 2 ou 3. Kasongo Mema, Kisengelo Babou, c'est tout. Beaucoup allaient à Château-Rouge, se filmer là-bas et puis vous envoyer des images ici pour regarder. Et ça n'a pas changé. Regardez ceux qui quittent le Congo pour aller à l'étranger. Citez-moi 5 qui arrivent à s'émouvoir et à sortir du lot. C'est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez une culture très locale. Il faut que ça change. Pourtant, aujourd'hui, avec l'avènement, n'est-ce pas, du Oui, numérique... du numérique, ça pouvait être plus que ça. Mais regardez, les gens se cantonnent à être sur Facebook, à faire des monologues là, qui s'appellent les éditoriaux, où ils s'écoutent parler. Et ils pensent qu'ils disent des choses intéressantes, alors ce n'est pas le cas. Jean-Marie, quel est l'avenir de la presse congolaise face, n'est-ce pas, à l'avènement de l'intelligence artificielle? Moi, je suis optimiste et je pense que quand les gens comprendront au fur et à mesure que ce que nous disons, c'est très important, à la fois pour la presse congolaise, sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan technique. Vous savez, à Kinshasa, il y a beaucoup de promoteurs qui, par exemple, comme celui qui a fait ce média, fait confiance à la jeunesse. Il investit son argent. Alors, on vous prend, on vous met dans ces structures, au lieu de donner le meilleur de vous-même, au lieu de produire des programmes de qualité, au lieu d'être professionnel, les jeunes gens se contentent de paraître. Et puis à la fin du mois, ils attendent un petit salaire de $150, $200, $300. Je n'arrive pas à vivre avec ça. Et la personne qui a investi est découragée, il ferme. Et vous allez passer comme ça d'un média à un autre. Il faut vous poser la question, à titre personnel, c'est quoi ma valeur ajoutée? C'est très important. PAP, nous sommes en train d'échiter, mais j'ai quelques questions qui parfois dérangent. Oh non, allez-y. Moi, j'offre la latitude à poser toutes les questions. Vous avez une très longue carrière. Je vous pose une question qui avait fait débat, mais je ne veux pas que ça fasse débat avec vous. Non, allez-y. Posez toutes les questions. Avec tout ce que vous avez fait dans les médias, tout ce que vous avez apporté, on peut vous considérer comme une légende. Ah, mais ça, c'est pas une question difficile. J'avance. La notion des légendes, c'est une question étymologique et de la signification des mots. Il n'y avait rien de polémique. Ça a créé pourtant. Oui, mais c'est très congolais, ça. C'est-à-dire que j'ai expliqué ce que ça veut dire légende. Ce n'était pas péjoratif par rapport à l'artiste. Non, moi je l'aime beaucoup, je l'aime bien, Fally Ipupa. Mais j'explique, c'est mon rôle en tant qu'enseignant, mon rôle en tant que celui qui a fait la culture musicale. Moi, j'aime pas le terme de chronique musicale. Non, la culture musicale, artistique, pendant longtemps. Moi, Fally, je l'ai vu venir. Jeune chanteur, danseur chez Kofi, accompagnant chez Kofi. Et puis à un moment donné, ils se sont séparés. Il a commencé à faire son premier album, deuxième album. Il se débrouille bien au niveau international avec les featuring. Il fait quelques salles, etc. Mais ça ne fait pas de lui une légende. Je parle de vous. La notion de légende, c'est une notion beaucoup plus complexe que ça. Vous parlez de moi. Oui. Mais ce n'est pas à moi de me décréter légende. Ceux qui disent de moi que je suis une légende peuvent vous donner des explications quant à ça. En définissant les mots légende, une légende, je ne parle pas de la musique, je parle maintenant de notre métier à nous, les journalistes. Oui. Est-ce que vous, selon votre définition,
vous pouvez dire aujourd'hui, dès vous-même, quand vous regardez dans un miroir, dans votre chambre, je ne sais pas où, dire qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, je suis une légende. Au regard des accointances dont vous avez évoqué ici. Les gens les disent. Vous-même. Les gens les disent. Et les congratulations que j'ai, les encouragements, pas ici seulement, à travers le monde. En tout cas, vous êtes un modèle pour plusieurs. Merci Là, beaucoup. je laissé. Mais moi, je vous pose, vous-même, vous vous dites que vous êtes une Moi, légende. ce dont je suis sûr, c'est que je ne suis pas un homme quelconque. Ça, je suis sûr. Je dis souvent merci à mes parents, parce que je suis passé de l'inconnu à connu et à plus connu, à même très connu. Je n'ai que 58 ans. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça, c'est une prouesse. D'abord dû à mes parents, à l'éducation, à Dieu qui m'a prêté vie pour faire tout ça. Et c'est ce qui me pousse à être encore dans un challenge permanent. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être solide, d'être populaire, d'être connu, d'être apprécié. Le plus difficile, c'est de le rester. De le maintenir et de le rester le plus longtemps possible. Moi, j'ai changé beaucoup avec Johnny Hallyday, paix à son âme. Il me disait, moi, je suis star depuis les années 60. Et là, on s'est vu la dernière fois, il y a 5 ans, avant qu'il meure. Il m'a dit, je suis encore star à l'âge que j'ai. Et il est mort star. Presque malade. Oui, il est mort star. Les conseils que je donne aux jeunes gens, enfin, à ceux qui veulent faire ce métier, aux effets qui veulent rester stars et qui veulent le devenir, c'est de se remettre en cause constamment. Moi, je prépare tout ce que je fais. Je l'angoisse, je le traque. Et je me cultive sans cesse. Les gens qui pensent qu'ils sont arrivés, ils ont tout ce qu'il faut, et qui sont déjà stars, eh bien, c'est le début de la chute. Vous voyez, Michael Jackson, il est mort après l'entraînement. Oui. Papa Wemba, il est mort sur la scène. Je peux vous en citer. Beaucoup de gens comme oui. ça. Et donc, la culture de l'exigence. En ce moment, je suis en train de faire un doctorat. Vous comprenez? Je suis chercheur, je suis enseignant. Quand vous n'avez pas de challenge dans votre vie, vous n'évoluez pas et vous allez descendre. Et quand vous descendez, pour remonter, c'est un peu compliqué. Une autre question, qu'est-ce qui se passe actuellement avec M. Léon Mbalemba? Parce que je l'ai suivi une fois chez un confrère journaliste dans un média de la place. Il a beaucoup querellé. Et après, j'ai également suivi que devant sa maison, il y avait des agents de l'ordre qui sont venus les chercher. Et à quelques près, c'est une plainte déposée par M. Jean-Marie Kassamba. Bon. Lui, il est directeur de médias comme vous. Bon, je n'aime pas parler des choses qui sont en procédure judiciaire, mais tout ce que je peux vous dire est que M. Jean-Marie Kassamba est un homme bien, Ça, je le sais. légaliste, professionnel, rigoureux. Il n'est pas indiqué de verser dans les imputations, dans les insultes, lorsqu'il n'y a pas de fait. Ok. Sinon, la loi s'occupe de ceux qui versent dans les comportements qui ne sont pas acceptés par tous. Mais personnellement, je n'ai de problème particulier avec personne. Je fais mes choses le plus régulièrement possible. Et ceux qui connaissent les fonds de cette situation malheureuse vont vous expliquer que j'ai raison sur toute la ligne. Et je l'aurai toujours cette raison sur toute la ligne. Une dernière question, c'est un problème. C'est arrivé hier. Et c'est pas si vous l'avez suivi, peut-être par les médias sociaux. 2 journalistes de la RDC, de Kinshasa, de votre corporation. L'autre, c'est Espérant Kassongo, de Siloué Télévision. Et l'autre, c'est evenrdc.com. Et c'est Glodindaya, qui ont eu des accointances interpellées en cours de chemin par les agents de l'ordre. Ils ont passé des jours au parquet et après, ils ont été transférés à la prison centrale de Makala sans jugement, sans peut-être confrontation avec la partie plaignante. Et aujourd'hui, ils croupissent déjà en prison. Écoutez, ce que je peux vous dire, depuis que je suis président de l'UNPC au niveau de Kinshasa ici, j'ai sorti plus de 20 journalistes de prison, des
des cachots, des procédures judiciaires, parce que c'est mon rôle de protéger les journalistes, etc. Le plus célèbre, c'est Boujakera. Stanley Boujakera, Où j'ai demandé directement au président Tshisekedi, et il m'a écouté, le garçon a été relaxé, etc. Il faut savoir que le métier que nous faisons, il est aussi un métier de responsabilité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a les textes, mais il y a ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie professionnelle. Si vous voulez exercer, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il faut connaître les limites de notre métier. La loi Mouyaya, que nous avons contribué à mettre en place, cadre le fonctionnement des journalistes. Je suis en train de suivre ces deux cas que vous avez cités pour une suite, je pense, favorable. Mais tout ce que je peux vous dire, il faut que les gens qui font ce métier respectent. Je vous ai parlé des gens qui ne cherchent pas à croiser l'information, qui versent dans les imputations dommageables, qui vont dans ce qu'on appelle la recherche du gain facile. Oui, surtout ça. Gain facile. Le chantage. Ça ne fonctionne pas. Quand vous n'avez pas de revenus et vous pensez que je vais faire du chantage à tel DG, à tel ministre, et certains même confondent le métier de journaliste et le métier d'investigation judiciaire. Oui. Là, ce n'est pas le métier. Et moi, je suis président qui fait respecter la loi, qui protège certes, mais qui rappelle aux journalistes, faites votre travail dans les règles de l'art. Si vous sortez, ce n'est plus le journalisme. Voilà mon rôle. Mais j'attends aussi que ceux qui s'occupent du journalisme au plan national, comme moi je l'ai fait pour Kinshasa, qui s'attellent à faire tout ceci. Parce que quand je le faisais, les gens pensaient que c'était automatique. Ah, le métier du président, c'est d'aller sortir les gens des prisons. C'est, à un moment donné, ça veut dire journaliste à Koufi, président accueilli. À Beli, il n'y a qu'un hôpital. Oh, ce n'est pas l'assistance dont on a besoin. Oui. Maintenant, on sent l'absence de M. Jean-Marie Kassamba. On le sent maintenant. Mais je vais revenir à la charge, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes très accessible. Ça nous fait énormément. Je décroche mon téléphone. Facilement à chaque fois. Et vous venez facilement et vous répondez chaque fois. Non, c'est la disponibilité d'un père, d'un leader. Quand vous êtes leader, il faut partager les savoirs, il faut être disponible. Si vous êtes un modèle, il faut que les gens soient proches de vous. Moi, mes mentors, c'est Patrick Poivre d'Arvor, c'est Guillaume Durand, je suis allé jusqu'à les CNN pour voir paix à son âme, Larry King. C'est des gens qui sont d'une simplicité extrême. Oui. Quand on est bon, on est simple. On ne mystifie pas les choses. Voilà, on échange comme on vient de le faire. Voilà, merci également à Igor Biwaka, merci à l'équipe technique. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour parler de notre secteur d'ici là. Portez-vous bien. À très vite.